Bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors on ne peut pas dire que la patience ce soit la première qualité de Donald Trump et pourtant il se donne encore du temps pour dévoiler son plan. Pourquoi? Comment vous expliquez ce retournement de situation? Je pense qu'il est très probable qu'à ce stade, Trump et ses conseillers se disent qu'il y a trop d'inconnus en ce qui concerne les relations entre Israël et l'autorité palestinienne. À savoir, un Mahmoud Abbas, comme l'a rappelé votre reportage, qui a 83 ans, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles sa santé se dégrade. Et je pense que l'administration Trump, du côté palestinien, se dit « attendons un peu de voir » s'il va y avoir un remplacement de pouvoir au sein de l'autorité palestinienne, mais il y a également un point d'interrogation du côté israélien, puisque je vous rappelle quand même que le procureur général en Israël doit soumettre ses recommandations sur les différentes enquêtes de corruption sur Netanyahou à l'automne, et que l'un des principaux partenaires de coalition de Netanyahou, Moshe Kahlon, l'actuel ministre des Finances, a déjà déclaré que s'il était mis en examen, eh bien, il quitterait la coalition et donc il n'y aurait plus de gouvernement. Et donc je pense qu'à ce stade, l'administration Trump veut d'abord voir ce qui va se passer du côté du leadership, aussi bien palestinien que israélien, au moins, à mon sens, jusqu'à l'automne. Alors, évidemment, ce plan, on n'en connaît que les contours. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans précisément, mais c'est quand même pas la première fois que on se rappelle d'Obama également, du plan Kerry, qu'il y a comme ça une esquisse d'accord et qui se heurte toujours à cette réalité. Est-ce qu'on n'est pas en train de répéter finalement les mêmes erreurs que le passé? Est-ce qu'on n'a pas trop cru que Trump allait changer les choses et que finalement, on s'aperçoit qu'il n'y arrivera peut-être pas non plus? Il faut bien comprendre que sous l'administration Obama, il y a eu des négociations très poussées qui ont été menées à l'époque par John Kerry en 2013. Mais je pense que l'une des erreurs qu'avait commise Kerry, c'était de dire voilà, il y a 9 mois pour résoudre le conflit, un conflit centenaire. En 9 mois, vous allez tout résoudre, les frontières, Jérusalem, les réfugiés, etc. Ça n'était pas réaliste. Et puis, au bout du compte, je pense que l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui Mahmoud Abbas est aux abois, c'est qu'à chaque fois qu'il a repoussé les offres de paix américaines, dont l'offre Obama-Kerry en février 2014, qui était beaucoup plus avantageuse pour les Palestiniens que pour les Israéliens, en pensant qu'en disant non, on a toujours une meilleure offre, parce que cette stratégie a fonctionné ces 20 dernières années, depuis le plan Clinton en décembre 2000, où les offres américaines ne cessent de s'améliorer lorsque les Palestiniens disent non. Et là, la tendance s'est inversée. D'où, à mon avis, le désespoir, je dirais, de Mahmoud Abbas, qui se dit que finalement, la prochaine proposition américaine sera sans doute beaucoup moins favorable aux Palestiniens que les précédentes que lui-même avait rejetées. Vous l'avez dit, un problème de leadership palestinien, on ne sait pas ce qui va devenir de Mahmoud Abbas. Est-ce que Donald Trump aujourd'hui est en train de chercher, notamment chez l'Arabie Saoudite, des dirigeants qui peuvent se substituer finalement à Mahmoud Abbas dans ce processus de paix? Il y a une grosse inconnue du côté palestinien. Alors du côté israélien, il y aura de toute façon un après Netanyahou, et on sait très bien quels sont les candidats pour le remplacer à la tête du Likoud. On ne sait pas quel sera le prochain gouvernement israélien, mais il y aura un processus démocratique. Or, du côté palestinien, grande inconnue. Mahmoud Abbas a été élu la dernière fois en 2005. Ça fait quand même un moment, on est en 2018. Et on sait très bien que si, pour des raisons de santé ou autres, il quitte le pouvoir, eh bien, il y aura une lutte fratricide au sein de l'autorité palestinienne, pas seulement au sein de l'OLP, mais également entre l'OLP et le Hamas. Et donc, grosse inconnue, qui le succédera? Est-ce que ce sera quelqu'un de sa garde proche ou bien un de ses concurrents? On ne sait pas du tout. Il y a une grosse inconnue sur l'après Abbas et sur la violence potentielle qui risquerait d'embraser effectivement la rue palestinienne. Le fait que le prince héritier Salman soit aux États-Unis en ce moment, est-ce que ça peut être lié au fait que les Américains, qui discutent avec lui aussi de ce plan de paix, aient décidé de retarder l'échéance? Est-ce que peut-être il a besoin lui aussi peut-être de temps pour convaincre les Palestiniens? Je pense que aujourd'hui, les Saoudiens n'ont pas véritablement la possibilité de convaincre Abbas d'accepter quelque chose qu'il ne voudra pas accepter. Les Saoudiens, eux, ont un intérêt aujourd'hui à arriver à un accord parce que justement, ils veulent arriver à une semi-officialisation de leurs relations avec Israël pour mener la lutte contre l'Iran. Donc ils veulent pousser un accord. Mais Abbas, lui, n'acceptera pas, même sous les pressions saoudiennes, quelque chose qui est moins que ce qu'il a refusé dans le passé. Dernier point, quand même, un événement assez important cette semaine, l'article de Ron Lauder dans le New York Times. Ron Lauder, un républicain, un conservateur américain, soutien du Likoud depuis des décennies et de Netanyahou, qui fait un article dans le New York Times
en critiquant ouvertement Netanyahou, en disant il faut absolument préserver la solution des deux États, dit-il, et arriver à un accord, cesser de repousser le judaïsme américain et de donner ce monopole aux ultra-orthodoxes en Israël. Et il est proche des républicains américains, donc il n'est pas impossible qu'il parle également au nom de l'administration Trump. On n'en est pas sûr, mais c'est quand même assez inattendu, je dirais, pour Ron Larger, ami très proche de Netanyahou dans le passé, une autre victime des amitiés de Netanyahou, qui aujourd'hui dit eh bien, il faut cesser de soumettre à toutes les exigences des ultra-orthodoxes en Israël, parce que ça crée une crise avec le judaïsme américain, et que Netanyahou dise oui ou non. S'il est pour la solution des deux États, il avait dit oui en 2009, il ne cesse de changer de version. Un message très clair, il n'est pas impossible que ce message soit lié à ce que prépare l'administration Trump. Merci pour cet éclairage, Emmanuel Navon, professeur de